Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Alors, une bonne soirée à tous. On est jeudi le 4 mars de l'an 2021. Alors, j'espère que vous vous portez bien tout le monde. Je vous souhaite une bienvenue toute spéciale à cette quatrième séance de ce cours Histoire du progressisme. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous arrivez à bien suivre, à bien saisir peut-être pour certains des notions de nature historique auxquelles on n'est pas nécessairement toujours tout à fait habitué. Donc, comme je le fais souvent, je vous encourage à persévérer. On se fait une tête avec ces expressions-là, puis à un moment donné, ce qui pouvait nous apparaître un peu plus complexe ou obscur ou inhabituel, ça finit par devenir quelque chose d'un peu plus simple. Et ça vaut la peine parce que quand on arrive à digérer ce langage-là, ce lexique-là, l'histoire, les périodes, les noms qu'on donne à ça, c'est très, très intéressant parce que c'est beaucoup de choses qu'on comprend à travers ce lexique-là. Donc, encore une fois, merci à tous. Ce soir, évidemment, comme je l'ai dit dans l'annonce, puis comme je l'ai dit la semaine passée, on va commencer à entrer dans toute la question de la franc-maçonnerie, son origine, son histoire, sa naissance, comment c'est arrivé, cette affaire-là. Évidemment, vous devez savoir que c'est probablement une des institutions les plus anciennes du monde sous l'angle philosophique du terme, c'est que on date la franc-maçonnerie dans sa version moderne, qu'on dit aussi version franc-maçonnerie spéculative. On l'a fait naître en 1717, assez précisément cette année-là. Donc ça fait en quelque sorte 304, 305 ans que ça existe. C'est quand même une vieille institution. C'est probablement la plus ancienne institution du genre, donc genre de société que certains appellent secrète, mais on devrait plutôt dire discrète, puisque les francs-maçons ont des loges qui sont situées dans nos villes, on les voit, elles sont nommées, elles ne sont pas cachées. Mais ça reste un lieu où n'importe qui ne peut pas entrer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et la seule institution qui a plus d'âge qu'elle, dans ce genre d'institution, c'est-à-dire de lieu de rassemblement où des gens vont réfléchir, partager des idées ensemble, ben, c'est l'Église qui a 2000 ans. Donc, l'Église est quand même beaucoup plus ancienne que la franc-maçonnerie. Donc, ce soir, on va voir la franc-maçonnerie, excusez-moi. Bon. On va voir évidemment la franc-maçonnerie, mais juste avant, on va quand même s'intéresser à deux autres sujets qui contextualisent l'étude que je vais faire sur la franc-maçonnerie, qui commence ce soir puis qui va continuer la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai dû hésiter beaucoup à savoir combien de temps j'allais réserver à la franc-maçonnerie, jusqu'à quel point c'était si important que ça. Et j'aurais pu le faire en 1 heure, ça aurait été difficile. Donc, j'accorde peut-être 1 heure et demie à ça parce que c'est important, la franc-maçonnerie, mais c'est surtout important de décrypter ce que c'est parce que chez les chrétiens, ça occupe, pour ceux qui s'intéressent à tous les mouvements un peu obscurs qu'il y a eu là, chez les chrétiens, c'est quelque chose d'extrêmement redouté, la franc-maçonnerie. Fait que pour cette raison-là, je me dis, il faut que je prenne le temps de bien expliquer de quoi il relève, de quoi ça relève exactement. Donc, les trois sujets de ce soir vont comme ceci. D'abord, dans la première partie, là, on est à peu près 1 heure ensemble, donc le premier 20 minutes environ, là, le premier thème, ça va être parler dans la vérité, une nécessité incontournable. Euh, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure ce sujet-là est important. Deuxième point, on va parler de l'imprimature et la littérature au 18e siècle. Et le troisième point, ben, origine et naissance de la franc-maçonnerie. Et pourquoi les deux autres sujets viennent avant? C'est parce que ces deux sujets-là vont permettre de comprendre l'existence de l'imprimerie, puis vont nous placer dans une posture pour bien comprendre la réalité de la franc-maçonnerie, ce que c'est et ce que c'est pas. Donc, allons-y dès maintenant avec le premier sous-thème qui devance notre étude de la franc-maçonnerie, qui s'intitule Parler avec vérité ou parler dans la vérité, nécessité incontournable pour les chrétiens. C'est que quand on parle de société secrète, quand on parle
d'organisations, d'institutions internationales, que ce soit la franc-maçonnerie, les Illuminati, que ce soit les Nations Unies, l'OMS, nommer l'institution, le Forum économique mondial, c'en est une autre. Il y a plein d'affaires, il y en a là, des organisations. Il est extrêmement important d'avoir de la rigueur en tant que croyant et d'autant plus qu'on est chrétien et qu'on parle, quand on ouvre la bouche, c'est comme si on faisait parler Dieu. En tout cas, du point de vue des incroyants, un chrétien, ça parle à partir d'une idée qui est Dieu. Donc, pour cette seule raison-là, la rigueur est importante. Et malheureusement, on en manque. Puis moi, j'en ai manqué souvent. Puis à un moment donné, j'ai appris à me ramasser là-dessus, puis de me dire, je vais faire attention à ce que je dis. La vérité, vous savez, c'est pas une affaire de conviction personnelle qui provient d'une préférence quelconque qui plaît aux sentiments de nos cœurs. Donc, la vérité, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qui nous semble être vrai. La vérité, c'est beaucoup plus que ça. Dans sa dimension biblique, la vérité, ben, c'est d'abord le Christ lui-même, en sa personne, hein? Jean 14, vous connaissez. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi, et notamment sa parole, qui est la révélation, le dévoilement écrit de cette révélation, qui est la vérité. Euh, et on sait, là, au-delà de ce qui est écrit dans la parole, ou au-delà de tout ce qu'on peut penser sur Dieu et sur la doctrine chrétienne, en dehors de l'écriture, ben, on en redevient à de l'interprétation, de la spéculation, des hypothèses. Donc, on ne met pas sur un plan égal ce qu'on pense de la vérité et la vérité biblique. Si même on est hyper convaincu de quelque chose, ça n'a pas d'égal avec ce qu'on conçoit être la vérité à partir de l'écriture. Donc, quand on est chrétien, on a déjà cette prudence-là. On se dit, OK, l'écriture, là, c'est un livre, c'est dans ça la vérité. Maintenant, dans la dimension sociale et historique, donc pour toute autre chose de cette vie, la politique en ce monde, la philosophie, la psychologie, nommer la chose, les institutions, là, quand on parle de vérité face à ces choses-là, à ces organisations-là, ben là, c'est vaste. C'est pas contenu dans un livre. Là, ça demande de la rigueur, ça demande de la recherche. Et cette année, de la rigueur, je pense qu'il y en a beaucoup manqué. Beaucoup de gens se sont tournés du côté de toutes sortes de théories, juste allant jusqu'au complotisme, pour imaginer des scénarios sur ce qui est en train de se passer avec la COVID-19. Beaucoup, évidemment, ont, dans les derniers mois, abandonné cette thèse-là, mais d'autres sont encore là. Je reçois régulièrement des messages en disant, ce qui est vrai, là, c'est qu'il va arriver ça, puis il va arriver ça, puis le vaccin, ça veut dire ci, puis le Forum économique mondial, ça veut dire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis là, j'entends des gens parler avec une assurance, là. C'est ça qui est la vérité. Et je me suis même fait traiter de démoniaque parce que j'adhérais pas à ces vérités-là et je n'adhérerai pas à ce type de vérités-là qui sont des montages plus ou moins probables. Donc la vérité, c'est pas nos montages, c'est pas ce qu'on en pense et notamment sur le plan social, sur le plan historique, la vérité, autant qu'on puisse la saisir, doit reposer sur des sources documentaires fiables et solidement éprouvées. Jamais la rumeur, le présupposé, les bons sentiments personnels n'entrent dans la composition de ce qui est vrai. Maintenant, dans ces domaines-là, la vérité a toujours une part de relativité. Cependant, on peut s'approcher et comprendre ce que sont certaines organisations. On peut, et la façon honnête de le faire, c'est de savoir éprouver ce qui nous semble vrai ou faux. Donc, on ne peut pas faire que des recherches sur une institution en allant fouiller juste dans ses angles négatifs ou tout ce qu'on peut en dire de mal. C'est de très mauvais goût. On ne veut pas se faire ça nous-mêmes, donc il n'y a aucune raison qu'on le fasse aux autres, quel que soit le nom de l'organisation. Vous savez, il y a une femme dans notre église qui s'appelle Denise. Il y a beaucoup de Denise dans notre église, mais il y en a une en particulier qui va se reconnaître, qui, elle, nous disait à un moment donné qu'elle avait appris à être curieuse. Quand quelqu'un lui raconte une affaire, une situation ou une expérience, plutôt que de se mettre dans l'angle négatif, elle se met dans l'angle de la curiosité et questionne. Elle va dire, ben, explique-moi ce que tu crois. Pourquoi tu crois ça? Plutôt de lui dire, ce que tu crois, c'est pas bon, c'est plutôt explique-moi. On entre en relation et on essaie de comprendre.
Donc, il y a dans l'étude de la franc-maçonnerie cette nécessité, et c'est pour ça que ce petit bloc, je tenais beaucoup à le dire, parce que je ne vais pas vous parler de franc-maçonnerie à la manière de certains eschatologues en herbe qui, au fond, ont ramassé des rumeurs à gauche, à droite, dans des petits ouvrages, des défroqués de la franc-maçonnerie, ou ci ou ça. Donc, on va faire une étude, une recherche, une analyse de ce que c'est à partir de grand nombre de sources documentaires. Évidemment, j'en ai beaucoup, je ne peux pas toutes vous les présenter, mais tout ce que je vais vous dire a des sources documentaires solides, dont certaines viennent de francs-maçons eux-mêmes. Que disent les francs-maçons d'eux-mêmes? Qu'est-ce que d'autres ont dit d'eux? Qu'est-ce que le monde journalistique sérieux a dit d'eux? Quelles sont les enquêtes? Il y a des enquêtes qui ont été faites sur eux. Qu'est-ce que ça a dit, tout ça? Donc, je vais essayer de rapper ça en dedans d'une heure et demie. C'est pas évident. Mais au bout de l'affaire, si on a des raisons de suspecter la maçonnerie, la franc-maçonnerie, d'être quelque chose de suspicieux, ben, on aura des bonnes raisons. On aura des raisons viables et vérifiables à tout le moins. Donc, si on posait la question à des chrétiens, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Ben, invariablement, la plupart des chrétiens diraient que ben, les loges franc-maçonniques, c'est un lieu où se réunissent l'élite mondiale qui veut programmer la mise en place d'un gouvernement mondial. C'est beaucoup ça pour certains. D'autres vont dire, ah, ben c'est un lieu bizarre où on pratique des rituels étranges du Moyen Âge. Certains diront, ça peut aller jusqu'à des sacrifices humains. Hein? Je vais vous expliquer à un moment donné, dans quelques semaines, pourquoi cette rumeur-là a été souvent maintenue. D'autres vont dire que tous les chefs de gouvernement dans le monde sont des francs-maçons. Évidemment, certains vont dire ça. J'ai même entendu il y a une dizaine d'années, lorsque je militais dans un mouvement qui s'opposait à l'imposition du cours éthique et culture religieuse, une personne parmi les organisateurs nous disait, ben moi je pense que si le cours est imposé par le ministère de l'Éducation au Québec, c'est parce que les gens du ministère de l'Éducation sont des francs-maçons. Et les directeurs d'école, pour la plupart, le sont. Ça m'avait interpellé. Je me disais, mais tu prends ça où, toi? As-tu des preuves? Non, mais c'est comme ça, c'est ce que je pense. Donc, voyez-vous, nous, les chrétiens, on en pense des choses, mais on n'est pas capable, si on ne peut pas le démontrer, on devrait avoir un peu de sagesse. D'autres diront que la franc-maçonnerie, c'est dirigé par le Vatican. Il y a des gens qui ont déjà dit ça aussi. Mais d'autres ont dit, non, c'est plutôt les Juifs. On appelle ça le judéo-maçonnisme. Donc, ce serait les Juifs qui contrôlent cet organisme-là en vue d'amener l'humanité à une dépravation à travers des protocoles comme les sages de Sion, des trucs comme ça. Donc, pour d'autres, c'est ça. Donc, il y a toutes sortes d'opinions sur la franc-maçonnerie et elles sont souvent extrêmement contradictoires lorsqu'on les confronte ensemble. Soit dit en passant, selon certaines personnes, je suis, moi, un franc-maçon, un faux pasteur, mais un vrai franc-maçon derrière ça, parce que j'adhère pas à certaines idées complotistes, donc je dois être des leurs. Je me suis déjà fait dire un truc comme ça à quelques reprises. Donc, vous voyez, la franc-maçonnerie, du point de vue de bien des gens, et notamment, malheureusement, des chrétiens, la franc-maçonnerie, c'est tout ce qui ne pense pas comme nous, et c'est tout ce qui n'est pas d'accord avec nous, et suspecte d'être de la franc-maçonnerie. Donc, dans cette étude, moi, je vais m'appliquer à dire honnêtement de la franc-maçonnerie ce qu'on peut honnêtement vérifier de la franc-maçonnerie. Quand ce sera des hypothèses ou des rumeurs, je vous le dirai que c'en est une. Donc, je vais vous dire, on dit ça, puis ça, mais ça, ça vient d'un tel, puis c'est pas démontré. Donc, comme ça, la raison pour laquelle je travaille comme ça, c'est que je veux juste pas, de mes lèvres, tromper vos oreilles. Pour moi, c'est extrêmement important de dire la vérité, en fait, au meilleur de ma connaissance. Donc, si on doit dénoncer des magouilles qui se font par des institutions comme ça, des groupes discrets, secrets, quels qu'ils soient, à la limite les gouvernements, à la limite des organisations supranationales, ben, il va falloir le faire avec la précaution que nous donne l'Écriture, parce que l'Écriture nous dit comment se comporter face à la vérité dans le Proverbe 12,
versets 22-23, Proverbe 12, 22-23, il est écrit « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. » Il parlait des lèvres. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui sont véridiques lui font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. Voyez-vous, ce texte-là nous envoie une précaution. C'est que peu importe de quoi ou de qui on parle, on ne devrait jamais parler à partir de rumeurs incertaines alors qu'on ne le sait pas et finalement qu'on peut, ça devient de la médisance et de la calomnie, et ce même si c'est contre un ennemi. On ne peut que dire les choses certaines et démontrables et prouvables, mais un organisme quelconque qu'on n'aime pas, si on fait juste faire du bavardage, du bruit au sujet d'être des rapporteurs de rumeurs, ben on fait quelque chose qui est en horreur à l'Éternel. Donc, marcher dans la vérité, c'est pas juste marcher selon l'Écriture, au sens théologique du terme, oui, mais en dehors de tout ce qui concerne l'Écriture dans la vie sociale, marcher dans la vérité et être véridique, c'est vrai. C'est pour ça que le verset 23 dit « L'homme avisé cache son savoir ». Il y a un peu plus de retenue chez les gens qui ont souvent un vrai savoir, mais l'insensé, lui, se reconnaît par la proclamation de sa sottise. Donc, l'insensé, c'est celui qui dit des choses toutes hautes, mais qui est incapable de les démontrer, mais qui prétend qu'il sait, puis qui affirme des choses. J'ai encore reçu après-midi des textes de quelqu'un qui disait la puce, ça va être ça, puis ça va être ci, puis ça va être ça, puis regarde l'intelligence artificielle, puis ça, puis là, il va arriver ça. La personne me montre un scénario qui repose sur des impressions, puis oui, c'est ça qui est vrai, là, c'est ça qui s'en vient, là. Tu dois croire ça. Moi, je lui dis non, je te crois pas. Oui, mais c'est la vérité. Non, c'est ce que tu penses, mais tu ne peux pas le démontrer. Tu peux juste l'appréhender. Donc, c'est prudent. Éphésiens 5,25, l'apôtre Paul nous dira, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ici, dans le contexte du corps de Christ, vous êtes tous membres des uns des autres, mais c'est aussi vrai que les gens du dehors, là. T'sais, on n'a pas dit on va juste être vrais les uns envers les autres, entre frères et sœurs dans une église, mais en dehors, on n'est pas tenu. Non, on marche toujours devant le même Dieu qui nous observe, et la vérité, ben, désolé, c'est une éthique absolument rigoureuse qu'on doit maintenir dans nos vies. Donc, je dis ça parce que nos milieux chrétiens sont extrêmement sensibles à la divulgation de calomnies, de rumeurs non vérifiées, ou prétendument vérifiés par des gens qui sont souvent des faussaires et des mythomanes dans nos églises. Dans nos églises ou dans nos milieux, moi j'ai déjà vu un gars qui se prétendait avoir été l'assistant du pape Jean-Paul II, un Québécois, qui disait avoir fait un paquet de choses au Vatican, travaillé dans l'ombre, avoir été évêque d'un évêché en Amérique du Sud. Bref, c'était incroyable la quantité de choses qu'il nous disait. Et finalement, après vérification auprès du diocèse de Québec, parce que moi je vérifie, c'est avéré que l'homme était un parfait inconnu, jamais été prêtre, jamais été évêque, et l'archevêché en question n'existait pas en Amérique du Sud. Donc, mais ce qui était surprenant, c'était de voir que tous les chrétiens qui assistaient à ces présentations étaient bouche bée, ils croyaient ça, ils buvaient ses paroles, parce que lui leur parlait contre les catholiques. Donc ça, on aime entendre parler contre les catholiques, donc on devient subjugué par la négativité, puis on prend tout pour du cash, alors que l'ensemble de ce que cet homme-là avait dit ce matin-là était faux. Donc, on doit marcher dans la vérité. Et on doit le faire notamment à cause du Seigneur. On doit être rigoureux, avoir de la rectitude, avoir de la perspicacité, et de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc, la règle est extrêmement évidente. Ne fais pas à l'autre, à ton prochain, ce que tu ne souhaites pas que ton prochain te fasse. Je vais vous donner un exemple. La ministre déléguée à la citoyenneté du gouvernement français, Marlène Schiappa, dernièrement, a fait une déclaration, je pense début février, selon laquelle, déclaration, les églises évangéliques en France auraient pratiqué le recours au certificat de virginité.
Et à travers ça, il y a eu tout un bouillon d'idées qui allait que les évangéliques, les églises évangéliques, sont des milieux suspicieux qu'on doit surveiller. C'est faux, mais cette personne-là le dit en parlant à travers son chapeau. Beaucoup de pasteurs français et le CNEF, qui est l'Association des églises évangéliques de France, a réagi à ça et heureusement qu'ils l'ont fait parce que moi, je suis pour le respect et l'honneur des autorités, mais je ne suis pas nécessairement en faveur du silence. Quand on peut quand on peut intervenir, parler, dire, confronter des idées, si on le fait avec le plus grand des respects, fantastique. C'est même pas seulement un droit que la Constitution nous donne, c'est une nécessité biblique d'oser parler. Et ils l'ont bien fait d'ailleurs pour résister à cette déclaration-là. Maintenant, j'utilise cet exemple-là pour montrer que ça nous indigne hein, quand une personne comme ça, personnalité publique, ou un média choisit de lancer un truc à notre sujet qui est faux. Ça nous dérange. Moi, ça m'est arrivé au Saguenay, on avait acheté une bâtisse en 2005 et il y avait un journaliste du coin qui s'était mis à parler des évangéliques, donc de notre église. Puis moi, je lisais l'article, je ne me reconnaissais pas. Sinon mon nom puis le nom de notre église, mais il disait un paquet de choses au sujet des évangéliques, puis c'était de l'information qu'il avait pris, je sais pas où, là, mais c'était pas nous autres, là. Il disait qu'on recevait des centaines de milliers de dollars par des groupes très forts aux États-Unis qui ont été supportés, puis là, il essayait de... Fait que moi, j'ai appelé le journaliste, j'ai dit, excusez, je suis le pasteur de l'église dont vous avez écrit un article aujourd'hui. J'ai dit, j'aurais peut-être dû m'en parler avant parce que je vous aurais donné une information plus juste. Je suis capable de vivre avec ce qu'on est vraiment, euh, mais quand c'est mensonger. Donc, ça m'avait beaucoup agacé et ça m'avait parlé, ça, parce que je m'étais dit, moi, j'aime pas ça qu'on dise des choses à peu près pas vraies à mon sujet puis de mon église. Donc, est-ce que j'ai pas, devrais pas avoir la même précaution envers quiconque de la société? Eh bien, oui. Donc, on a cette fâcheuse habitude, je pense, de regarder toute forme d'organisation et d'institution non chrétienne à travers une lunette négative. Euh, et donc, comme si on était un petit peu, là, nous les chrétiens, là, au-dessus de la mêlée, voyez-vous? Comme si on pouvait, nous, se permettre, parce qu'on marche dans la vérité biblique, on se dirait, ben, on peut juger de ce qui se passe avec un jugement gros de même, mais sans analyse, sans nuance, sans vérifier les sources de ce qu'on affirme. Donc, c'est extrêmement important de retenir. C'était le premier bloc que je voulais vraiment dire en premier. Un dernier détail là-dessus. C'est un souvenir qui me revient en 1990 ou 91. À l'époque, à chaque année, j'allais dans une convention aux États-Unis, à Baltimore, grosse convention missionnaire. Puis il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient là, des chrétiens. C'était vraiment le fun, là. Puis un midi, on se retrouve avec des gens. Je me souviens plus c'était qui, mais il y avait une femme avec qui je me mets à parler de la doctrine de l'évolution de Darwin. Évidemment, moi, je ne suis pas un darwiniste, je suis un créationniste biblique, évidemment, mais sauf que je m'intéresse à Darwin beaucoup depuis longtemps parce que je ne suis pas d'accord avec le darwinisme, mais en même temps, je ne savais pas ce que c'était exactement. Fait en discutant avec cette personne-là, je lui dis oui, mais elle disait que c'est le darwinisme, c'était une doctrine de démon, puis tu sais, il y en avait, là, c'était vraiment anti-Dieu, puis anti-plein d'affaires. Probablement pas tout à fait faux, mais sauf que tu dis, mais est-ce que vous avez lu le livre de Charles Darwin publié en 1859? Euh, Puis là, le livre avait même pas l'air au courant que le monsieur avait publié un livre en 1859 qui s'appelle L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Et là, plus je lui posais des questions sur d'où lui venait son désaccord, ben plus je voyais que c'était le vide. Elle avait aucune idée pourquoi elle n'était pas d'accord, mais elle était convaincue de ne pas être d'accord. Et moi, je m'étais dit, OK, je comprends que comme croyant, on va être en désaccord avec cette doctrine-là, mais est-ce qu'on a le droit de l'affirmer haut et fort et en jugeant la chose et l'homme, en le qualifiant de plein de trucs démoniaques, pas très gentils, alors qu'on sait absolument rien du type en question? Et ça m'avait interpellé, puis je m'étais dit, OK, je veux faire attention, moi, à ça, parce que ça n'a pas l'air brillant de juger des choses qu'on ne connaît pas bien. Donc, en marche vers le progrès,
18e siècle, ça a été la naissance de la franc-maçonnerie. Et comme je vous l'ai dit, on va en parler avec le plus de justesse possible. Donc, commençons en disant ceci, au 18e siècle, c'est celui où les forces de résistance euh, et de changement, euh, si on veut, s'agglutinent. On a vu que l'imprimerie s'était inventée 3 siècles avant, donc la diffusion littéraire est très très forte au 18e siècle. Et là, la littérature permet la diffusion des idées. Il y a de plus en plus de gens instruits qui réfléchissent. C'est le réveil de la raison. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça le siècle des Lumières, le 18e siècle. Donc c'est l'an 1700 à 1800, 18e siècle. Donc c'est le siècle de la Révolution française, c'est le siècle des idées, c'est le siècle de l'invention de l'imprimerie, pas de l'imprimerie, mais de l'encyclopédie en 1750. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans ce fameux siècle-là, mais c'est surtout le réveil des forces qui résistent au modèle politique et religieux du temps. Donc, ce qu'on veut, là, ce que beaucoup de gens veulent, là, on va vous parler par rapport surtout à la France, c'est on souhaite que les royautés cèdent leur place à des systèmes politiques plus respectueux de la volonté du peuple. Donc, on veut partir des royautés et aller plutôt du côté du pouvoir du peuple. Le démos et le kratos. Démos, kratos, le pouvoir du peuple. Démocratie. Donc, on commence à rêver à ça. Puis, on souhaite également la séparation des pouvoirs entre une Église, par exemple, catholique toute puissante, et les pouvoirs royaux qui ont comme une forme de copinage ensemble et qui créent une espèce de haut clergé, puis un haut niveau de royauté avec les cours royales et le peuple qui, lui, dans sa pauvreté, reçoit pas vraiment beaucoup d'aide de ces institutions-là. Et donc, on est à bout de souffle, on est au bout de ce système-là, et c'est sur le bord d'éclater, et ça va effectivement éclater à la fin du 18e siècle. Donc, c'est ce siècle-là, le siècle 18e. Je vous avais déjà dit que la réforme, pas la réforme, mais l'imprimerie avait amené beaucoup de diffusion d'idées, mais la révolution copernicienne, la révolution scientifique avec Galilée, Copernic, ça avait réveillé plein d'affaires aussi. On veut connaître, on veut savoir. La réforme religieuse de Luther, de Calvin et de d'autres aussi, ça fragmente l'Église. Donc, il y a plein de domaines qui sont en train de se fragmenter puis qui sont en train de changer. Donc, évidemment, on est en plein progrès. Histoire du progressisme, on est en plein progrès. Maintenant, on va apprécier le progrès. Moi, j'apprécie beaucoup toutes les innovations du progrès. Le progrès, qui peut être contre le progrès? C'est grâce à ça qu'on se donne des soins médicaux de haute qualité aujourd'hui, qu'on est capable de se soigner, de guérir de maladies qui autrefois étaient mortelles. Le confort de nos maisons, c'est dû aux initiatives, au progrès technique et scientifique. Que dire du transport, de la communication, de l'éducation. Donc, il y a plein d'affaires qui ont amélioré le monde, puis gloire à Dieu pour le progrès. Mais le progrès, ça voulait aussi dire à partir du 18e siècle, l'idée que Dieu était peut-être moins utile dans l'équation. Donc, à mesure que le progrès progresse, on peut dire, il y a des gens, c'est pas le progrès qui provoque ce problème-là, c'est des personnes qui commencent à développer une ouverture vers des formes d'incroyance, d'agnosticisme, d'athéisme, et qui commencent à remettre en question l'idée d'un Dieu pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que le progrès permet de percer les mystères de la nature, notamment. On comprend un peu plus les mécanismes de l'univers qui étaient incompréhensibles avant, les mécanismes infiniment petits par les microscopes, on commence à comprendre plus de choses. Et là, c'est comme si des hommes se disent, mais ma foi, c'est pas si mystérieux que ça, la vie. On est capable de comprendre, notre raison est capable de se faire une idée. On n'a plus besoin nécessairement, ou est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'une référence à un Dieu pour expliquer l'inexplicable? Donc, cette idée-là,
c'est aussi une idée qui fait partie du progrès. C'est celle que, comme croyant, on aime moins, évidemment, parce qu'elle a progressé beaucoup, cette idée-là, et elle explique pourquoi aujourd'hui, euh, le nombre de croyants, écoutez, au 18e siècle, presque 100% des gens sont des chrétiens en Occident. Euh, En 2021, au-delà de... Il y a combien de gens qui vont à l'église le dimanche là, en Occident maintenant? Là? Écoutez, 10-15%. Donc la différence est catastrophiquement différente. Donc le progrès, et ça c'est beaucoup ce à quoi on va s'intéresser durant les prochaines séances, comment ce progrès-là a progressé pour renverser la foi, en tout cas une certaine version de la foi. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que si je reviens au 18e siècle, et ça va expliquer la naissance de la franc-maçonnerie, c'est que c'est difficile de pouvoir émettre des opinions, même si la littérature existe, même si les livres existent, parce que, et il y a une raison, c'est que l'Église, quand elle a vu, l'Église catholique, quand elle a vu l'invention de l'imprimerie, ils ont tout de suite compris, les papes, le Vatican, les autorités ecclésiastiques, que la littérature diffusée en grande quantité serait nuisible. Les royautés ont compris ça aussi. Il y a toujours eu des gens contre eux, mais il n'y a jamais eu une littérature diffusée abondamment pour pouvoir répandre l'idée qu'on est contre. Mais la littérature, les livres le permettent. Et c'est pour ça que en, aux alentours, là, à peu près dans les mêmes années que Luther, et même en 1515, là, le pape Léon X va promulguer une bulle au Concile de Latran, je pense que c'est le 5e Concile de Latran, dans lequel on va émettre une idée assez particulière qui va être renforcée par la suite. C'est que bien que la littérature permet la bonne doctrine chrétienne, on s'en méfie car c'est aussi un moyen de partager l'erreur et de permettre à tout un chacun de parler contre l'Église et contre ses dirigeants. Voyez-vous, c'est dérangeant. Donc, pour empêcher que ça arrive, on va promulguer l'idée, on va prévoir ce qu'on appelle l'imprimature. L'imprimature de l'Église catholique, qui prévoit que tout livre qui doit être imprimé va devoir passer par l'examen d'un expert, qui doit être nommé par un évêque ou par un inquisiteur de diocèse. On va dire ainsi est née l'imprimature avec l'injonction sous peine d'excommunication de remettre ses livres à l'évêque qui se réserve le droit d'accorder la licence de son impression. Donc, on doit avoir l'étampe de l'imprimature pour avoir le droit de publier. Fait que l'Église se dit, ben, au moins, on va contrôler la diffusion et le contenu. Maintenant, au 18e siècle, ce système-là est déjà installé et c'est là que des penseurs comme Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau et plein d'autres vont s'objecter à ça. Certains vont même être incarcérés, c'est le cas de Diderot, parce qu'ils vont avoir publié des livres qu'on dirait subversifs contre l'autorité de l'État et de l'Église, mais eux vont demander qu'on accorde la libre circulation des idées et la liberté d'expression, qui sont des droits extraordinaires, qui ont été vraiment, vraiment utiles en théologie notamment. Donc, Voltaire disait, mais on n'est pas sûr que c'est Voltaire qui le dit, celle-là, mais il dit, c'était une genre d'expression pour dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à mourir pour que vous conserviez le droit de le dire. Voyez-vous, c'est cette idée, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que tu penses, tu devrais avoir un lieu ou le droit de l'exprimer. Donc, c'est une idée du 18e siècle. Entre-temps, tant qu'on n'a pas été capable d'abolir l'imprimature, que se passe-t-il pour la diffusion de la littérature? Je vous conte rapidement une petite chose. Il y avait à Paris, au 18e siècle, ce qu'on appelait des salons de lecture. C'était des lieux où on pouvait, en cachette, une après-midi par semaine, puis il y en avait plusieurs endroits comme ça. C'était tenu souvent par des dames riches, des épouses de grands aristocrates et de nobles, qui étaient des personnes qui étaient publiquement en faveur du roi et de l'Église, mais discrètement et secrètement, qui étaient un peu dans, si on veut, dans la frange révolutionnaire qui souhaitait des changements. En d'autres mots, beaucoup de gens étaient pour les changements, mais peu de gens pouvaient le dire. Donc, on faisait les choses en catimini et on raconte que certaines imprimeries à Paris, il y en avait beaucoup,
faisait des chiffres secrets de nuit. On laissait toutes les chandelles fermées, puis on imprimait à la cachette des livres qui n'avaient pas l'imprimature. Et ces livres-là se retrouvaient sur un trafic de marché noir, et c'était des livres interdits qui parlaient contre le roi, contre l'Église, ou qui racontaient des histoires grivoises et sensuelles. Il y avait toutes sortes d'affaires là, qui se faisaient là-dedans. Et ces livres-là se retrouvaient dans des salons. Et des dames très riches avaient des amis qu'elles invitaient l'après-midi entre telle heure et telle heure pour le café ou le thé. Et là, on faisait la lecture d'un interdit. Souvent, on commençait par un livre permis, puis quand on voyait que toute la gang qui était là, c'était tout du monde safe, là, on sortait les livres interdits. Et ça a été quelque chose. Et les autorités auraient bien voulu mettre la main sur ces... Mais ça commençait à être difficile d'arrêter ces gens-là parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux. Donc la royauté et même l'Église a dû user de patience et faire attention parce que ça, tu sais, à un moment donné, il arrive un moment donné où tu le perds un petit peu le contrôle. Puis vouloir le rattraper, ça demanderait énormément de violence. Donc, ça commence à poindre. Donc ça, l'idée que c'est difficile de partager ses idées, que c'est encore comment dire, délicat de le faire, c'est en quelque sorte un des éléments qui a vu naître, qui a fait naître la franc-maçonnerie. Donc, j'en arrive maintenant à la franc-maçonnerie. On va l'appeler, à partir de 1717, retenez deux mots, franc-maçonnerie spéculative et franc-maçonnerie opérative. Opérative, la franc-maçonnerie opérative fait référence à des bricoleurs. C'est-à-dire qu'avant 1717, il existe une franc-maçonnerie, mais qui n'est pas un lieu de discussion d'idées philosophiques. Ce sont des loges qui sont construites dans les secteurs où on construit des énormes cathédrales en Europe, un peu partout. Des cathédrales, mais des châteaux, des méga constructions qui prennent des dizaines et voire des cinquantaines d'années. Certaines cathédrales ont pris 150 ans à construire. Et là, on établissait une école. C'était gros, là, une loge maçonnique. Parce que les bricoleurs, ils vivaient, parce qu'ils ne pouvaient pas, pour la plupart, retourner chez eux. Ils restaient loin. Donc, pendant des mois et des mois, ils logent, ils dorment là, ils vivent là, ils se lavent là. C'est une école. On apprend les métiers du bricoleur, le maçon. Et il y a des cours de mathématiques, de trigonométrie dans ça. C'est de l'architecture, c'est de l'ingénierie pour ce qu'on en connaissait à l'époque. Voyez-vous, construire les cathédrales qui sont là en Espagne, en France, en Allemagne là, et en Italie. Si vous allez voir des photos des grandes cathédrales, vous allez voir la complexité architecturale de ces monuments-là. Donc, ça demandait un très, très haut savoir. Donc, jusqu'à 1717, ces loges existent depuis des siècles déjà et elles ont comme une espèce de contrat social particulier qui veut que c'est un métier tellement prisé et tellement privé qu'on obtient le droit que seulement des maçons aient le droit de loger dans les loges. Donc, personne d'autre peut mettre les pieds là. Personne, même parmi les autorités royales ou ecclésiales, n'entre pas dans une loge qui veut, à moins d'être invité par le maître, le grand maître, le vénérable, le chef de la loge. Et c'est tellement fermé qu'on a même, ce sont tous des croyants à l'époque, on a même des messes dans les loges. Il y a des lieux de culte dans ces endroits-là, parce qu'ils sont quand même des fois des centaines à vivre là. Et un prêtre peut venir une fois par semaine, il doit devenir un franc-maçon. Même s'il ne sera jamais un bricoleur, il doit rentrer dans... En d'autres mots, c'est comme une guilde, un syndicat qui réserve l'endroit strictement à des hommes qui ont un rapport direct avec le métier de maçon. Et donc, ça, on appelle ça la franc-maçonnerie opérative. Opérative, l'opération, le métier. Mais en 1717, il y a comme une chute dans la construction des cathédrales. On n'en fait plus, on en fait beaucoup moins. Et ce qui arrive, c'est que les loges sont là. Et à mesure que de moins en moins de vrais maçons, il y a de plus en plus d'hommes
et c'est surtout des hommes au début, qui sont invités, mais qui ne sont pas des maçons, c'est des libres penseurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent là, eux autres, à dire, mais comment ils se retrouvent là? Comment ils font d'abord pour entrer? Ben, c'est que les maîtres maçons qui dirigent ces loges-là, c'est des libres penseurs, plusieurs d'entre eux, et ils font des meetings là-dedans de temps en temps, puis ils invitent des amis libres penseurs. Pourquoi ils les invitent dans les loges? Parce que ce qui se passe dans une loge ne sort pas de la loge. Donc c'est devenu une espèce de lieu exclusif où on peut parler, exprimer des idées sans aucun danger d'être arrêté parce que tous les gens qui sont dans une loge sont tenus au secret de la loge. Et si un philosophe, un libre penseur veut appartenir à une loge comme ça, et là c'est vraiment bizarre, il va devoir adopter un certain nombre de symboles rattachés au métier du maçon. Donc la symbolique des maçons, ils utilisent truelle, marteau, ils utilisent des compas, les maçons, ils utilisent toutes sortes d'outils. Ces outils-là qui servaient vraiment à l'opération de la construction avant deviennent des outils symboliques. Voici la philosophie, en gros, des maçons. C'est qu'ils se disent, en tant que francs-maçons et bricoleurs, nous avons construit des cathédrales. Ce que nous faisions, c'est que nous étions qu'un maillon dans la longue série de maçons qui allaient passer si une cathédrale devait prendre un siècle. On savait que on n'allait pas voir la finalité de la construction, mais on allait au moins avoir participé à sa construction. Donc, les hommes de ce temps-là ne pensent pas comme nous. Nous, là, si on a un projet, on fait un projet à vue d'homme. On veut le voir se réaliser, le projet. Mais ces gens-là ne pensent pas comme ça. Ils pensent à faire partie d'une étape de la construction et il y a quelque chose de presque mystérieux, de religieux, de métaphysique dans ça. Et ils sont gagnés à cette idée-là. Maintenant, les nouveaux maçons, c'est-à-dire les penseurs, les libres penseurs, les mécréants rebelles instruits qui veulent, vont adopter la même posture, mais ils vont traduire cet effort-là de la façon suivante. Ils vont dire de la même façon qu'un franc-maçon de métier construisait à long terme un projet, nous, notre projet, c'est de construire une cathédrale d'un monde meilleur pour l'avenir. Donc, tout devient symbolique. Donc, c'est par chaque brique de cette construction-là, ce sont des idées qu'on amène. Donc, nous, les francs-maçons, nous construisons maintenant un monde meilleur et ils vont garder la symbolique de tous les outils du maçon charpentier. Puis ils vont garder les costumes, ils vont garder les petites pochettes, ils vont tout ritualiser ça pour... Et donc, quand on veut devenir un franc-maçon après 1717, on doit adopter la posture, le vêtement, le langage, le rituel, même si on ne construira jamais rien de ses propres mains, mais sinon un monde meilleur. Et c'est ce qu'on a appelé la franc-maçonnerie spéculative. Donc, je répète, opérative, c'était le métier, spéculative, c'est philosophique. C'est donc né dans le courant de ce 18e siècle-là, la franc-maçonnerie spéculative, parce qu'on réunit des gens qui spéculent, en quelque sorte. Maintenant, que vont dire les francs-maçons d'eux-mêmes? Hein? J'ai des ouvrages, d'eux, que je me suis procuré il y a une vingtaine d'années. Puis je m'étais dit, démarche honnête, demandons-leur qu'est-ce qu'eux disent d'eux-mêmes. Voici, j'ai copié, résumé 8 articles sur ce qu'eux déclarent d'eux-mêmes. Le premier, c'est la franc-maçonnerie est une fraternité d'hommes et de femmes liés par le serment, organisée sur la base des guildes médiévales d'artisans maçons. Guilde veut dire là, genre syndicat. Là. Donc, organisé sur la base des syndicats médiévaux ou médiévales d'artisans maçons. Donc, vous le voyez, ils reprennent la forme, mais ritualisée. Deuxième point, la franc-maçonnerie enseigne les vertus morales et sociales en s'appuyant sur le symbolisme des outils et le langage du métier des anciens bâtisseurs de cathédrales et se sert de l'analogie de la construction d'un bâtiment comme symbole d'un développement à la fois personnel, hein, ils se bâtissent eux-mêmes, mais ils bâtissent en communauté un monde
Ils veulent construire un monde meilleur. Troisième point, les maçons s'obligent à l'amour fraternel, à l'assistance mutuelle, à l'égalité, au secret et à la confiance réciproque. C'est-à-dire que il y a quelque chose de secret dans ce qu'ils sont. Un maçon, un franc-maçon, n'a jamais le droit de divulguer le nom d'un autre membre d'une loge franc-maçonne sous, 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 sous menace d'être expulsé littéralement. Là. Donc, un franc-maçon a le droit de se dévoiler lui-même comme un franc-maçon. Il peut le dire à qui il veut qu'il est un franc-maçon, mais il n'a pas le droit de dire qui sont les autres francs-maçons. Les maçons, quatrième point, ont des méthodes secrètes pour se reconnaître entre eux, telles des poignées de main, des signes, des mots de passe et ainsi de suite. Donc, ils se sont donné des symboles. Donc, si un maçon du Canada, du Québec, s'en va aux États-Unis, puis il voit une loge, puis il veut participer, ben, il va se faire reconnaître, non pas en disant « je suis un franc-maçon », non, mais c'est par des signes, des symboles, des mots de passe. Et eux, là-bas, ont les mêmes signes. Ils ont tous les mêmes signes, donc ils sont capables de dire « OK, lui, c'est un franc-maçon ». Puis les signes peuvent le faire reconnaître par rapport à son grade, parce que dans la franc-maçonnerie, on peut être un simple franc-maçon, mais on peut être un maître, on peut être un vénérable, et puis il y a des grades là-dedans. Donc, chaque grade possède ses signaux. Cinquième point, les maçons se réunissent dans des loges dirigées par un vénérable, assisté par 2 surveillants et dans lequel les candidats jugés aptes sont admis au moyen de cérémonies rituelles secrètes basées sur les légendes des anciennes guildes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que avant que la franc-maçonnerie devienne spéculative en 1717, il y avait des rituels religieux et symboliques aussi autour des hommes de métier, des serments de l'épée. Vous savez, on est dans le Moyen Âge et puis il y a toutes sortes de rituels. Donc, on a gardé ces rituels-là par la suite. Soit dit en passant, on ne décide pas de devenir un franc-maçon, on doit être repêché ou utiliser le mot coopté. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir une offre de devenir un franc-maçon par un franc-maçon qui vous observe et qui se dit, lui là, il fit bien dans le milieu franc-maçon, ses idées, sa façon d'être, sa respectabilité, parce qu'on ne prend pas n'importe qui, on prend des gens qui ont de la classe, qui ont de l'élégance, qui ont des idées, donc c'est pas n'importe qui rentre là. Donc vous pouvez recevoir une offre d'assister à des rencontres franc-maçonniques et d'en devenir un. C'est possible. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, ça c'est le 6e point, elle n'a pas de dogme religieux que ses membres doivent absolument accepter. Les maçons doivent simplement, dans certains cas, en tout cas, croire à l'existence d'un principe créateur, quelle que soit l'entité que représente pour eux cette idée. J'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça peut vouloir dire. 7e point, la franc-maçonnerie n'est pas une science, mais elle enseigne à ses membres la valeur du travail, la rectitude, de l'étude, de l'expérience personnelle. Elle encourage les maçons à des hommes qui réfléchissent par eux-mêmes et qui ne se laissent pas imposer les idées ou à qui on ne dit pas comment penser. Donc la liberté de penser, liberté d'expression, valeur très forte chez les francs-maçons. 8e et dernier point, la franc-maçonnerie apprend aux maçons à être des êtres tolérants à l'égard des autres et aussi des croyances des autres, à considérer tout homme comme égal, méritant à la fois leur respect et leur aide. Fait que raconter comme ça, vous vous direz, ben, ma foi, c'est pas si rébarbatif que ça. Maintenant, effectivement, la franc-maçonnerie et la description qui est faite là est une description, ma foi, honnête, parce que quand on s'intéresse à eux, puis qu'on regarde les dossiers, les analyses sérieuses qui ont été faites par des gens qui n'étaient pas des francs-maçons, mais qui s'intéressaient à eux, on arrive à peu près à cette description-là. Maintenant, la question, c'est de quoi jase-t-on maintenant dans une loge franc-maçonne? Eh bien, ça, c'est une autre affaire. On verra ça plus tard. Faut-il craindre ou non les francs-maçons? Je vais vous donner quelques chiffres statistiques les concernant. On raconte qu'actuellement, ils sont probablement entre 2 et 4 millions dans le monde, répartis davantage dans les pays occidentaux. Donc, vous n'avez pas ça bien gros là, en Afrique, en Asie, dans le monde arabe.
Pas bien, ben. C'est vraiment un trip très occidental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des loges partout dans le monde. Ça veut dire qu'elles sont surtout logées en Occident et le 2 tiers des loges franc-maçonniques se retrouvent dans des pays anglo-saxons. Donc, c'est Angleterre, États-Unis en très, très grande quantité. Et dans les pays du Commonwealth britannique, c'est assez répandu aussi. Mais c'est un trip assez british en partant. Mais il y a une version française, on verra ça un petit peu plus tard. Euh, les francs-maçons se divisent dans des loges. Une loge, c'est un peu comme une église locale. C'est pour ça que j'aime faire la comparaison avec les milieux évangéliques. Il y a quelque chose de très ressemblant. Hein. Des loges, c'est comme des églises locales. Puis chaque église, ben, chaque loge appartient à une obédience. Il y a comme dans le monde maçonnique des dénominations, appelons ça de même. Et donc, il n'y a pas d'unité homogène dans la franc-maçonnerie, bien qu'il y a une ressemblance. C'est un peu comme les chrétiens. Hein? Il y a différentes dénominations, mais on lit tous la Bible. Mais on ne fait pas dire à la Bible toute la même chose. Puis on n'a pas des pratiques d'usage exactement pareilles, mais ça s'appelle toujours une église où on se réunit. Puis il y a quand même toujours des chants. Puis comprenez-vous, il y a énormément de similitudes, mais les similitudes ne signifient pas qu'on est unis. Tout à fait. Ben, la franc-maçonnerie est malheureusement pour eux, malheureusement pour les chrétiens aussi, est quand même très fragmentée. Il y a, d'une part, en Écosse, en Angleterre, une forme de franc-maçonnerie. D'ailleurs, c'est le berceau de la franc-maçonnerie. Euh, il y a chez les Britanniques, chez les anglophones, l'idée d'un Dieu créateur. Pour les anglophones, cette réalité-là est demeurée. On appelle ça, on l'appelle le grand architecte de l'univers, on ne l'appelle pas nécessairement Dieu, parce que je vous explique qu'en 1717, ceux qui composent, qui occupent les loges, sont presque à 100% des chrétiens. Il y a même des loges qui ne veulent pas dater. Il y a très peu d'athées de toute façon. Donc, on veut améliorer le monde, on veut changer le système politique, on veut changer le système religieux, mais ce n'est pas un rejet de Dieu, ni nécessairement un rejet de l'autorité. Ici, c'est plutôt transformons ces systèmes-là, améliorons-les. Donc, l'idée du Dieu créateur est très, très présente. Si vous allez sur Internet et vous écrivez l'acronyme GADLU, G-A-D-L-U, qui veut dire Grand Architecte de l'Univers, GADLU, vous allez tomber sur des sites franc-maçonniques en très grande quantité. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, les Britanniques ont des loges généralement qui respectent l'idée d'un Dieu créateur. C'est pas forcément Jésus. La plupart du temps, c'est un Dieu, le Dieu des AA, un Dieu indéfinissable. Finalement, c'est plus ou moins un Dieu, mais bon, ils s'arrangeront comme ça. Vous avez en France, dès le 18e siècle, et c'est beaucoup comme ça aujourd'hui, en France et en Belgique notamment, c'est très très fort. En Belgique, c'est très très fort la franc-maçonnerie. Il y a eu des enquêtes là-bas qui ont été faites pour découvrir que dans certaines villes, tous les membres du conseil municipal pouvaient être des francs-maçons. Puis il y avait des juges, puis il y a beaucoup d'avocats dans ça. Puis on dit qu'il y a des pompiers, des policiers, les gens qui jouent dans les sphères d'autorité publique. Il y a souvent beaucoup de francs-maçons en Europe. Ici au Québec, c'est beaucoup plus rare. Il y a des loges, mais c'est pas très populaire ici, c'est pas très couru. Maintenant, là-bas, oui. Mais moins maintenant. Parce que je vous disais, ils étaient 2 à 4 millions dans les années 1950 dans le monde. Ils sont rendus, pardon, excusez, il y en avait 7 millions à 8 millions il y a 70 ans. Ils sont entre 2 et 4 millions maintenant. Donc, ils sont 2 à 3 fois moins nombreux, les francs-maçons. Donc, c'est pas un mouvement qui est en progression et en prise de contrôle. Et la raison, c'est une hypothèse que j'émets, qu'est-ce qui fait que c'est moins couru qu'avant? Bien, c'est parce que au départ, les idées qui étaient discutées dans les loges ne pouvaient pas être discutées sur la place publique. Donc, c'était populaire, puis c'était attirant de pouvoir être dans un lieu où on se parle de choses qu'on ne se parlera pas ailleurs. Sauf que le temps a passé qui fait que ce dont on se parlait dans les loges est devenu possible d'en parler dans les années 60, 70, 80, là, il y a 30-40 ans, là, parler d'avortement, d'homosexualité, d'idées très, très de la gauche libérale, parce que c'est beaucoup ce que sont devenus les francs-maçons, ben,
n'as pas besoin de t'enfermer d'une loge pour parler de ça. Tu peux en parler librement partout, même à la télévision. Donc, ça peut expliquer pourquoi la franc-maçonnerie est en perte de vitesse aujourd'hui. Donc, la franc-maçonnerie française, belge, suisse, je ne sais pas trop, mais dans ces pays-là, on a développé une franc-maçonnerie adogmatique. Adogmatique, ça veut dire athée. Donc, chez les Français, les francophones, les francs-maçonneries sont sans Dieu, adogmatiques. Donc, voilà pour ça. Maintenant, allons un petit peu, encore un peu plus creux, dans l'origine de la franc-maçonnerie. Y a quelque chose de folklorique. Là, je vous ai dit qu'en 1717, je viens de vous expliquer en gros ce qu'était la franc-maçonnerie depuis 1717. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des rumeurs, du folklore de avant 1717. Donc, l'origine de la franc-maçonnerie est entourée d'un mystère alimenté par les frères maçons eux-mêmes. Il va falloir comprendre, si on veut comprendre la franc-maçonnerie, qu'ils aiment s'entourer d'une quantité de mystères auxquels ils ne croient pas nécessairement littéralement. Mais être un franc-maçon, on fait partie d'un monde de rituels et de symboles. Donc, que l'histoire très lointaine du passé soit vraie ou pas vraie, c'est pas très important. C'est que c'est le jeu. Tu sais, ça fait penser un peu des fois à des hommes, pas que des hommes, il y a ça ici au Québec, des gens qui tripent sur le monde médiéval et qui se font des week-ends médiévals dans des champs, dans des forêts quelque part, puis qui décident de retourner vivre dans ce temps-là, s'habiller, de revivre tout l'inconfort que c'était. Voyez-vous, on dirait que dans la franc-maçonnerie, c'est cette idée-là. On se replace dans une espèce d'ancien monde avec des traditions anciennes et on préserve les mystères, on préserve les folklores, les idées, puis on ne se soucie pas de savoir si elles sont vraies. C'est juste qu'on accepte que c'est comme ça que ça marche. Donc, les toutes premières discussions concernant les origines de la franc-maçonnerie tentaient de se trouver des liens avec des religions très anciennes et mystérieuses. Donc, ils aimaient dire que la franc-maçonnerie remontait jusqu'au temps des pyramides. Tu sais, tous les cultes de Mithra, d'Élusis, ces divinités égyptiennes reprises par les Grecs et les Romains. Donc, on aime dire qu'on a une historique extrêmement loin. D'autres ont essayé de se donner le passé qui était celui des Templiers, là, les fameux chevaliers du Moyen-Âge qui sont allés à Jérusalem défendre Jérusalem contre les méchants musulmans des années 1100-1200. Donc, c'est comme si encore là, on dit c'était des francs-maçons, eux autres. En fait, c'est pas vrai, mais dans le rituel et l'imaginaire franc-maçonnique, on se drape de ce genre d'histoire-là. En réalité, s'il existe un lien entre franc-maçonnerie moderne et une organisation plus ancienne, il faut seulement chercher du côté des bâtisseurs de cathédrales qui se réunissaient en corps de métier entre le 11e et le 16e siècle, période où on a construit en Europe beaucoup de cathédrales et de châteaux. Cette maçonnerie, à l'opposé de la franc-maçonnerie spéculative, était une franc-maçonnerie opérative à l'époque. Le premier mot, la première apparition du mot franc-maçon dans les lexiques anglais apparaît en 1376. C'est loin, là. On appelait ça des Freemasons, des sculpteurs de pierre, Freemason ou Freestone, qui voulait dire un maçon libre, donc un affranchi. Évidemment, l'étymologie du mot Freemason est encore sujet à des débats, paraît-il. De nombreux textes médiévaux attestent que l'organisation de ces corporations était en fait une corporation d'artisans de métier. Ceux-ci, sous la houlette d'un maître maçon qui prenait les nouveaux apprentis sous son aile, se réunissaient dans les loges adjacentes au chantier de construction, dans lesquelles ils travaillaient afin de partager les secrets de leur art. Les nouveaux venus, les jeunes maçons, restaient apprentis quelques années, le temps de faire preuve d'une grande loyauté envers le groupe et le maître de la loge et de leurs connaissances professionnelles. Donc, ils apprenaient tous les rudiments du métier. Puis quand un petit maçon était très bon, très fidèle, très habile, très loyal, bien, il pouvait monter d'un grade. Et s'il montait d'un grade, on lui apprenait les symboles du métier, mais aussi les symboles pour être reconnu
au niveau de son grade, de telle sorte que si ce maçon décide de déménager dans une autre ville, s'il veut se trouver un emploi, sa carte de compétences qui n'existe pas, c'est les signes qu'il possède. Donc, il pouvait aller voir un maître de loge puis lui dire, ben moi, je suis un maçon. Ah oui, comment tu nous le prouves? Et par un certain nombre de gestuels, le maître pouvait dire, OK, c'est un vrai maçon. Il y a juste des maçons qui connaissent ces signes-là. Voyez-vous? Écoutez, il y a des maçons, il y a des francs-maçons qui ont voulu également mêler la Bible à ça en introduisant tout ce qui est le personnage biblique de Hiram de Tyr. Vous savez, ce personnage qui est un ouvrier qui avait été engagé dans le temps de Salomon pour la construction du temple. Donc, en d'autres mots, les francs-maçons tentent de mettre dans leur passé tout ce qui a été relié à des constructions de bâtiments, puisque forcément, tout franc-maçon dans l'histoire de l'humanité a nécessairement maîtrisé un certain nombre de rudiments du métier. Voyez-vous? Donc, écoutez, ça fait 1 heure qu'on se parle. Je vais m'interrompre là-dessus simplement en vous disant ceci. Qu'est-ce qui s'est passé en 1717? Pourquoi la corporation des travailleurs maçons, qu'on appelait des maçons opératifs, est devenue une franc-maçonnerie spéculative? Ben, c'est à cause d'un pasteur anglais du nom de James Anderson, qui est un pasteur réformé presbytérien, qui lui, et là, je vous dis, c'est des chrétiens qui font partie de ça. C'est pas un culte leur affaire, c'est juste mystérieux, mais c'est pas de l'occultisme. Mais lui, pasteur d'une église en Angleterre, membre maçon d'une loge, se dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est que il n'y a plus de métier, il n'y a plus de vrais maçons dans nos loges. Donc, il va falloir passer à autre chose, là. Il va falloir amener la franc-maçonnerie dans une nouvelle dimension. Et c'est lui qui va orchestrer le passage de la franc-maçonnerie opérative à la franc-maçonnerie spéculative. Donc, de 1717 à 1723, il va se mettre avec d'autres à travailler sur un document qu'on va appeler les cahiers de charges du maçon spéculatif. Donc, il va amener la franc-maçonnerie dans cette nouvelle dimension qui va rester dans les loges, qui va rester secrète et discrète. Mais maintenant, on ne construit plus de cathédrale. On s'intéresse à la perfection de l'homme et du monde et de l'avenir de l'humanité. Donc, la semaine prochaine, nous allons repartir de cet homme-là, James Anderson, et de quelques autres, et on va voir comment ça a évolué, ça, dans le 18e siècle, puis qu'est-ce que ça a provoqué comme tourment, puis quelques-uns des mythes que c'est, puis qu'est-ce que c'est devenu, finalement, aujourd'hui, en l'an 2000, dans le 3e millénaire, en fait. Donc, si ça vous intéresse, c'est ce que nous verrons, évidemment, la semaine prochaine, dans ce cours Histoire du progressisme. Donc, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.